Là, je te poserai la question que ma mère m'aurait posée si je faisais pareille chose. Pourquoi? Bah, c'est juste que c'est ma passion en fait. Est-ce que c'est le moment où, c'est les moments, là où les moments où tu te sens le plus en vie? Ouais. Et bah, je viens de gagner contre la mort, donc c'est clair que je me sens super vraiment en vie là. En fait, je me sens vraiment en vie parce que j'ai gagné contre la mort, quoi, tout simplement. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Alexis. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Alors, je m'appelle Alexis Lando, j'ai 21 ans, je suis grimpeur urbain et j'ai escaladé entre autres, par exemple, la tour Montparnasse en mars et la tour Totale il y a 2 semaines. Bah, c'est très fou et je commence toujours par une question décalée. Et là, je te poserai la question que ma mère m'aurait posée si je faisais pareille chose. Pourquoi? Alors, c'est peut-être une des seules questions à laquelle j'arrive pas à répondre, en fait. Bah, c'est juste que c'est ma passion, en fait. C'est vraiment grimper de manière générale, en fait, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Et je me suis lancé dans l'escalade de gratte-ciel il y a à peu près 1 an aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi en fait, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'adore le côté un peu urbain de l'escalade. Moi, c'est vraiment l'escalade urbaine, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Je pense que ça vient aussi de mon autre sport qui est le parcours, qui fait que du coup, j'ai un peu découvert les structures urbaines comme étant des lieux où on pouvait faire du sport. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une C'est question compliquée parce que j'ai du mal à expliquer. Je sais pas en fait ce qui m'anime logiquement là-dedans, mais je sais que j'adore ça. c'est fou parce que tu parles de ton enfance. On va commencer par là. Où est-ce qu'elle se passe et quel type d'enfant tu étais? Qui te faisait plaisir? Qu'est-ce qui te passionnait à l'époque? Alors c'est une question vaste et c'est vrai que justement, alors, je suis né dans le 13e arrondissement de Paris et j'ai été un enfant. Je pense que si je devais me décrire en quelques mots, c'était surtout dans la lune. J'étais un enfant plutôt calme, voire très calme. Mais très très à l'ouest. J'étais vraiment tout le temps ailleurs, quoi. J'étais jamais en train d'écouter ce qu'on me disait. Même mes parents, j'écoutais pas, j'écoutais rien de ce que les gens me disaient. Ça rendait mes profs fous. Donc les professeurs étaient vraiment à bout par rapport à ça. Mais petit à petit, bon, en grandissant, j'ai commencé à faire plus d'efforts pour être attentif. Bon, par exemple, ce matin, moi, je suis arrivé 1 heure en retard. Donc voilà, c'est comme quoi, c'est pas un truc qui m'a vraiment quitté depuis. Ça travaille Mais encore. exactement, voilà, j'ai travaillé encore, donc j'ai toujours été dans la lune et vraiment très peu attentif. Et parfois, j'étais pris de passion, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes de 1 ou 2 ans où j'ai eu des grandes passions, et par contre, c'était des passions qui étaient vraiment très fortes. C'est-à-dire que tous les enfants sont très facilement passionnés par certains sujets, mais j'étais vraiment particulièrement obnubilé par certains sujets. Donc, par exemple, ça a été les trains. Pendant un moment, voilà, j'étais passionné de trains, je lisais des Oui. bouquins de trains. J'entrais dans les détails techniques des trains. Voilà, c'était c'était particulier. À un autre moment, c'était les dinosaures et de manière générale les premiers êtres vivants. Et j'étais absolument passionné par ça et j'apprenais des livres entiers que j'essayais d'apprendre pour avoir le plus de connaissances possible. Et voilà. Et en fait, je passais de passion à une autre comme ça. Et un jour, j'ai découvert l'escalade. Et j'ai découvert l'escalade à 7 8 ans. Et en fait, même un peu avant ça, j'ai commencé à grimper vers 6 ans. Et mon père m'a tout de suite dit Alexis, on va t'inscrire dans une salle d'escalade parce que là c'est pas possible. Quand on allait à Fontainebleau, tout de suite je me jetais sur les petits cailloux, Ouais, j'essayais de ouais. grimper. Je pourrais vous envoyer des photos si vous voulez. Et quand j'allais
Et quand j'étais dehors, en fait, avec mes parents, je grimpais partout, sur les murs, j'ai grimpé sur les parcs-mètres. Alors, ils n'existent Ouais, plus aujourd'hui, mais c'est d'anciens parcs-mètres dans lesquels il y avait un petit trou pour mettre les pièces. ouais. Et je mettais mes mains là-dedans pour essayer de grimper dessus. Enfin, voilà, ça commençait à faire un peu peur à mes parents, donc ils ont très vite voulu m'inscrire à la salle d'escalade, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Sans que je puisse dire, enfin, sans que je puisse justement avoir mon mot à dire. Mais en fait, aujourd'hui, 14 ans plus tard, bah, je vais tous les jours quasiment, bah, toujours dans la même salle d'escalade dans laquelle Ah on m'a oui. inscrit il y a 14 ans. En fait, j'ai jamais quitté la salle d'escalade depuis. Et j'y vais voilà, au moins 4 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. Et depuis, c'est vraiment une passion qui s'est étendue même au-delà de la salle d'escalade, parce que je me fixe des objectifs en fait dans l'escalade urbaine, donc dans la ville, en plus de grimper en extérieur. Et c'est fou de savoir que déjà à ce jeune âge-là, tu avais ce besoin de monter sur tout ce qui te passait sous la main. Ouais. Quand on pratique l'escalade, qui est quand même un sport, on peut dire dur, assez physique, où on compte que sur soi-même, parce que faut bien prendre les prises. Toutes les décisions en fait sont les nôtres. Si on fait quelque chose mal, bah on tombe. Mm. Et on se fait mal, c'est un peu comme dans la vie avec les choix. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même de ce sport-là en termes de concentration, de focus? C'est quoi qui est essentiel quand on veut justement bien évoluer dans ce sport? Je pense que disons les capacités mentales que ça m'apporte dans la vie de tous les jours, c'est le pragmatisme, le fait de garder son sang-froid, Mhm. et aussi en fait le fait de garder en tête que nos actions ont des conséquences. Et je pense que c'est vraiment ça que ça m'apporte. En fait, de toute façon, c'est ça que je recherche quand je grimpe comme ça, sans corde. Mhm. C'est vraiment justement, c'est la maîtrise de soi en fait que je cherche. C'est-à-dire que je sais que je suis seul à avoir un levier d'action sur ce qui va se passer, même si je suis dans une situation à risque. En fait, ma survie ne va dépendre de rien d'autre que de moi. En fait. Et c'est ça qui me fait vibrer. Et je pense qu'effectivement, on peut étendre ces capacités-là qui me procure l'escalade urbaine à la vie de manière générale. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu une manière de se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pareil, je sais que mes actions dans la vraie vie aussi, enfin dans la vraie vie, dans la vie en dehors de l'escalade, ont des conséquences. Et je pense que oui, effectivement, c'est quelque chose qui me sert un peu dans la vraie vie, en plus d'une certaine capacité à garder la tête froide dans toutes les situations. Même si je sais que c'est pas forcément mon fort, mais voilà, j'y travaille et en tout cas, c'est ce que je recherche au travers de l'escalade urbaine. Et quand déjà, quel est ton processus mental quand tu te fixes un nouvel objectif? Qu'est-ce qui fait que bah tu te dis bah dans 6 mois ou dans 3 mois bah j'allais faire la tour Montparnasse? Alors ça, c'est vrai que ça c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est un peu, ça vient un peu comme ça. En fait, au début, tout d'abord, je peux commencer par être intéressé par une tour en la voyant, Mhm. sans forcément avoir commencé à l'étudier ou à la grimper. Mhm. Donc il y a un petit peu un côté esthétique, c'est-à-dire qu'on a aussi envie de se mettre dans un décor assez beau. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est à la fois sportive, et j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que il y a aussi une dimension un peu, peut-être pas artistique, je dirais pas jusque là, mais un peu esthétique, Ah oui, parce que, en fait, j'ai envie de me mettre en scène dans une situation qui est belle, en fait, ah oui. dans un décor qui est beau, et je trouve que il y a quelque chose d'assez joli de voir un tout petit point, une toute petite fourmi sur sur une Ah immense oui, voie, en ah fait. Je oui. trouve ça vraiment, je trouve que c'est un côté esthétique, donc c'est aussi un des aspects que je recherche. Donc par exemple, je peux être obnubilé par des gratte-ciel sans forcément les avoir testés ou Mhm. m'être entraîné dessus. Par exemple, c'est le cas pour un des gratte-ciel de Barcelone. Et, euh, et après, il y a aussi la dimension sportive, c'est-à-dire que quand j'arrive le jour même et que je commence à étudier le gratte-ciel, là, si le gratte-ciel commence à m'intéresser, petit à petit, je vais être un peu obnubilé et je vais devenir un peu obsessionnel en fait Ah par oui, rapport à ah ça. oui, Mes proches pourront te le confirmer, je me mets un peu à parler que de ça et à penser qu'à ça. Et à partir de là, en fait, ça y est, je suis là, on m'a perdu. Je suis à fond dedans. Et puis le seul moyen entre guillemets, de se délivrer de ça, c'est ah oui. de le faire en fait, de le grimper.
Et quand justement tu commences à rentrer dans cette phase un peu obsessionnelle, est-ce que l'entraînement aussi devient obsessionnel et à quel point, enfin, j'ai te poser une question, on va dire, ouais, c'est important, mais à quel point c'est important mentalement de bien s'entraîner? Parce que Alors c'est sûr que l'entraînement c'est pas toujours une partie plaisir parce que bah déjà c'est douloureux, faut le Hum, dire. hum, Au niveau des doigts c'est douloureux. Et en fait, parfois aussi, voilà, on n'a pas forcément envie de faire des allers-retours sur la tour, hum, ou alors de juste faire des traversées. hum, Euh, quand on commence à faire ça, au début, on se dit pourquoi je fais ça, ça a aucun sens, quoi. Là, ça fait 2 heures que je suis en train de grimper et je suis même pas à 5 mètres du sol, c'est pas intéressant. ouais, Mais faut vraiment je pense que, et ça, je pense que de toute façon, c'est valable pour tous les sports. Il faut avoir la vision à long terme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut avoir toujours l'objectif en tête. Il faut toujours avoir la réussite en tête. L'objectif est vraiment avoir cette vision à long terme qui nous pousse à nous entraîner. Et je pense qu'il y a une phrase en anglais qui dit, euh, trust the process and oui, love the, attends, c'est trust the process. Love the process, oui, love the process, trust the results. oui, Voilà. oui, Il oui, faut vraiment accepter le processus comme étant partie intégrante de la réussite. hum, Sans ça, je pense que c'est le cas pour tous les sports, on peut pas y arriver sans ça. Moi, je sais que j'aurais abandonné il y a très longtemps parce que passer 6 mois à se détruire les doigts une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, parce qu'il faut quand même laisser le temps que les doigts reposent. En plus de mon entraînement d'escalade, oui. c'est vraiment un truc, faut se forcer quoi, faut se Ah, forcer clairement, faut se forcer et il faut vraiment garder en tête que ça fait partie du processus pour réussir hum. à réussir quoi, tout court. Et c'est vrai que c'est même applicable à la vie en général parce que des fois on Mhm. doit faire des choses désagréables pour arriver là où on doit aller. Ça peut se recouper avec tout plein de choses. Je voulais quand tu te fixes un nouvel objectif et que comment se passe en fait ta journée si on fait un film rapide jusqu'au moment où tu te dis hop je prends ma première prise et j'y vais. C'est quoi le film de ta journée le jour J? C'est que des bonnes questions, que des questions intéressantes. Non, c'est vrai, j'adore les questions. Bah, en fait, alors par exemple, parfois c'est assez différent. Bah, en fait, déjà il y a aussi faut distinguer qu'il y a des gratte-ciel que je grimpe sans trop de difficultés Mhm. et des gratte-ciel beaucoup de, qui me demandent voilà, où avant de les grimper, il faut que je me dise, ok, bon là je vais faire ça, je souffle un peu Mhm. et j'y vais. Mhm. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gratte-ciel où bon, je fais ça presque comme dans ma routine, c'est-à-dire Ouais. que je me fixe l'escalade tel jour, Mhm. et ensuite je me dis bon bah à tel jour je dois être présent à telle heure là, et puis je fais la chose, et puis Mhm. je fais ça bien, et puis voilà, je rentre chez moi. Mhm. Il y a des gratte-ciel où là ça me demande plus de concentration, plus de préparation, qui sont beaucoup plus durs, plus exigeants, et ça c'est le cas par exemple de la tour totale Mhm. que j'ai faite il y a 2 semaines. Mhm. Et pour le coup cette tour là franchement c'était plus compliqué la préparation mentale. Déjà 3 jours avant, je commence à me mettre la pression commence à monter. 24 heures avant, c'est pas le jour où j'ai le plus de pression, Mhm. mais j'ai l'impression un peu de me préparer à. Bon, en fait, je sais que je me prépare à un défi qui Mhm. fait que faut que je réussisse, sinon je vais mourir. Oui. Oui. Il y a je garde ça en tête toujours. Et ensuite la nuit, je dors plus ou moins bien. Je dors pas toujours super bien. Mhm. Et Ça se ensuite, j'écoute comprend. beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique, soit la veille au soir, soit le matin. J'écoute 4-5 heures de musique à la suite chez Mhm. moi, seul. Enfin, j'ai besoin d'écouter la musique. En fait, parfois, j'associe beaucoup la musique au sport. En fait, c'est à la réalisation de certaines tours, justement, certaines escalades. Mhm. Donc, en fait, ça me permet vraiment de me mettre dans l'ambiance, de me mettre dans le rythme. Et ça me rappelle aussi quelque part un peu pourquoi je fais ça. C'est que voilà, vu que ça me remet un peu dans la situation, dans l'ambiance, Mhm. je trouve ça extrêmement motivant. Et ensuite, bon, bah, le matin même, j'y vais, je me pose pas de questions. Ensuite, je garde en tête que je peux toujours abandonner s'il y a un problème, Oui. si je sens qu'il y a un problème. Oui. Mais il faut aussi que je garde en tête que j'ai un instinct, comme tous les êtres humains, un instinct de fuite, qui peut me dire, non, surtout pas là, c'est dangereux, on n'y va pas. Mhm. Alors qu'en réalité, je sais que, au fond de moi, je peux le faire. Mhm. Donc il faut toujours que, avant une ascension, je mette quand même mes émotions de côté. Mhm. Et ça, c'est le cas au début de l'ascension et avant l'ascension, il faut que je sois capable de mettre mes émotions de côté.
Parce que si je commence à grimper avec mes émotions, ça peut être très dangereux. Mhm. Soit je peux commencer à avoir peur et avoir mon instinct de fuite qui parle à ma place. Dans ce cas, je ne le fais pas. Soit au contraire, je peux avoir la rage et d'essayer de le faire quand même alors que je me sens pas prêt Mhm. et c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je sois à fond pragmatique et en fait à ce moment-là, vraiment, surtout avant la grimpe, juste avant l'heure avant la grimpe, faut que je me détache de mes émotions un maximum pour être sûr de ce que je vais faire en fait. Pour être sûr que ce que je vais faire, je peux le faire et je dois le faire. Mhm. Mais de garder une partie raisonnable, plus réfléchie qu'une partie plus impulsive Exactement, c'est ça. de ces émotions. Et quand tu commences et que tu t'éloignes du sol, est-ce que, parce que tu disais tout à l'heure, c'est réussir ou mourir. Est-ce que, je te le souhaite pas, je te jure pas, est-ce que tu penses à un moment de te dire, là, c'est possible de tomber? Parce que je regardais justement des reportages que Combini avait fait sur toi quand tu es sur la tour totale et que tu te rends compte que certains barres d'aluminium ne tiennent pas. Et là où on s'est entraîné pour justement dépendre que de soi-même, d'un coup, notre appui, on s'en rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans ces situations dangereuses quand même. Comment on se rechiffre de se dire, oh, j'ai peur de aussi pouvoir garder cette ligne émotionnelle là, jamais trop haut, jamais trop basse, pendant tout le temps. Alors c'est vrai que justement, bah, vu que c'est un aspect où là, c'est pas moi qui contrôle ce qui se passe parce que je peux pas contrôler une prise qui part ou qui se décroche. Mhm. C'est vrai que ça, c'est ce qu'il y a de plus stressant. C'est ce qui m'a le plus stressé dans l'escalade de la tour totale. Mhm. Parce que c'est pas un truc que je contrôle en fait. De manière générale, moi, quand je n'ai plus quand je n'ai plus comme je disais tout à l'heure, quand je n'ai plus levé d'action en fait sur ce qui se passe, c'est là que je commence à paniquer. Mhm. C'est pour ça que je pourrais pas faire de saut élastique, par exemple. Oui. Je pourrais absolument pas faire de saut élastique parce que là, ma vie dépend d'un fil, Oui. littéralement. Oui, oui. Alors là, je pourrais pas, Oui. je serais incapable. C'est pour ça que ça me fait stresser, effectivement, quand je vois les prises qui commencent Mhm. à se fragiliser. Mais je garde toujours en tête, voilà, je garde toujours en tête que non, je vais le faire. En fait, faut pas que je cède à la panique, en fait. Mhm. Faut absolument pas que je cède à la panique et c'est vraiment un gros test, disons, par rapport à ça, que l'escalade urbaine parce que voilà, on peut vite céder à la panique, mais faut pas le faire. Après, faut savoir qu'en ce qui concerne les prises qui ne tenaient pas super bien, j'étais au courant que certaines prises ne tenaient pas super bien D'accord. et je savais même à l'avance quelle prise ne tenait pas bien. Ok. Parce que je m'étais renseigné sur la structure, etc. Donc c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que si j'étais tombé par hasard sur des prises qui ne tenaient pas bien, là, j'aurais peut-être paniqué. Mhm. Mais en l'occurrence, je savais en fait que les prises à partir du premier tiers, à droite notamment, ne tenaient pas super bien et que parfois il fallait un peu se décaler. En fait, je me dis que c'est pas très grave, voilà. Et puis même si je tombe dessus par hasard, je me dis que c'est pas très grave. Moi, il y a une prise qui tient pas très bien, je peux me décaler, donc je me décale, je trouve une prise qui tient bien, et j'y vais. Faut vraiment pas du tout céder à la panique, quoi, en fait, parce qu'il y a aucune raison. De tous les cas, c'est contre-productif. C'est fou de pouvoir déjà, le fait de connaître la structure au-delà de ton entraînement, ça rejoint encore une fois le fait que l'entraînement nourrit la sérénité. On demandait à Jordan pourquoi tu, en fait, en rentrant sur ce terrain-là, t'as cette telle confiance que tu as gagné ce match parce qu'il dit que je me suis entraîné comme personne d'autre. J'ai regardé, déjà sur le cours, je suis allé regarder, tous leurs matchs, je connais tous les petits trucs, tous les petits détails. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis là, bah, il y a de la pression certes, mais je sais que je vais réussir. Et ça, j'ai l'impression que tu partages un peu ce même mindset. Et parce que enfin, c'est des tours quand même de centaines de mètres d'eau. Est-ce que ça arrive de se fatiguer en pleine ascension et comment on gère le repos sans, parce qu'on n'est pas dans une position de repos parce qu'on se tient quand même. Comment on se repose pendant l'ascension? Alors, en ce qui concerne la fatigue durant l'ascension, normalement, effectivement, quand j'arrive vers la fin, je suis un peu moins frais qu'au début, bien sûr. Après, faut savoir que je suis aussi potentiellement plus échauffé, que je suis un peu plus dans le rythme. En fait, les étages les plus durs, c'est les 10 premiers et les 10 derniers. Parce que 10 premiers, on n'est pas encore, même les 20 premiers, quand même, je dirais, parce qu'au début, on n'est pas encore on est encore stressé parce qu'on est encore on a encore la pression d'avant l'ascension. En plus de ça, on n'est pas encore échauffé, donc on grimpe pas super bien, on fait un peu moins gaffe, etc. Et en fait, le temps de se mettre vraiment dans le truc et de se mettre en confiance, là, on peut vraiment commencer à se sentir bien, en fait, justement. Après les 30 premiers étages, quand on commence vraiment
en fait, quand la machine est lancée, quoi, tout simplement. Et les 10 derniers aussi, bon, parce que bien sûr, c'est là qu'on est plus fatigué. Après, il faut comprendre que d'après mon entraînement, j'étais capable de faire 2 fois la tour, aller-retour. Donc l'équivalent est quasiment 1 kilomètre de ce que j'ai franchi. Donc en fait, là, j'ai fait quasiment 200 mètres, mais j'étais capable de faire quasiment 1 kilomètre, en fait. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est, comme tu dis, c'est justement, pour revenir sur Michael Jordan qui disait, je sais que je vais gagner parce que je me suis entraîné comme personne d'autre. Je sais que je vais réussir à grimper ça parce que je me suis entraîné pour faire 4 fois ça. Et ça, Alors, ça... Après, c'est vrai que après, c'est vrai que les mouvements pour monter et les mouvements pour descendre sont pas exactement pareils, mais globalement, disons que voilà, je sais que j'ai la réserve nécessaire dans les articulations et dans les muscles pour quand même être capable de faire au moins 2 fois le tour. Et ça en est plus impressionnant. Je regardais quand tu arrives en haut de la tour Montparnasse, t'as ces mecs de la sécurité ou des pompiers qui sont là, qui te tendent une corde et qui te disent si tu veux, tu peux prendre la corde, et tu leur dis non jusqu'au bout. Est-ce que c'est un slogan jusqu'au bout? Alors c'est marrant parce que c'était pas du tout un slogan, mais maintenant ça va devenir un slogan parce que j'ai vu que dans la vidéo ça avait marqué pas mal de personnes. Oui. En fait, même pour la petite histoire, j'ai mon pote Léo Urban qui l'a monté avant moi, 3 mois avant moi, il me semble. Et en fait, lui, il est en train de grimper et les mecs lui proposent de l'aider et je sais plus ce qu'il répond. Et un pompier dit allez jusqu'au bout, tu vois, pour l'encourager. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai grimpé, j'ai dit ça, mais à la place du pompier, en fait, j'ai dit ça, mais pour me motiver moi, en fait, pour lui dire, pour motiver moi, essayer pour lui répondre, parce qu'il me proposait une corde, je disais, bah non, j'y vais jusqu'au bout, quoi, comme notre collègue a dit il y a quelques mois. Et je me suis dit ça aussi un peu pour motiver, un peu en criant, et des gens ont pas mal relevé dans les commentaires, les gens en ont pas mal parlé. Donc bon, maintenant, ça devient un peu ma phrase, parce que je pense qu'en plus, ça correspond bien à ce qu'a Jordan, hein, faut aller jusqu'au bout. En fait. Une fois qu'on est lancé, c'est jusqu'au bout. C'est vraiment une phrase forte et sur un moment puissant, parce que quand tu vois en fait ce mec-là qui vient de faire tout ça à la main, qui lui reste 3-4 prises et tu lui tends une corde, il dit non mais j'en veux pas de ton aide là à ce moment je vais finir quoi. Je sais pas, je vais faire une analogie avec le foot, mais c'est comme si tu dribbles tout le terrain et que t'arrives devant les buts et que ton pote il dit ouais fais-moi la passe. Non, je vais la mettre quand même. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai aucune raison de m'arrêter avant. Oui. Quel est justement quand tu montes, tu es toujours accueilli par ces gens-là de la sécurité ou des secouristes. Sur la tour totale, tu arrives en haut, tu dis au gars, ça m'a frappé. Désolé, je vais vous faire passer. Je vous ai fait passer une journée de merde. Comment se passe cet échange avec ces gens-là quand tu arrives au bout? Est-ce qu'ils sont plus vénères ou ils sont plus étonnés de ce qui s'est passé, et quels sont ces premiers échanges-là après ce grand rush émotionnel, après cette fierté, cette joie d'avoir réussi son objectif pour commencer à entraîner, cette autosatisfaction-là, et là tout de suite retour à la réalité, mais en 5 secondes quoi. Faut entre guillemets assumer ses actes. C'est ça. En fait, une fois qu'on arrive en haut, je dis on, mais je veux pas parler pour les autres grimpeurs là, en tout cas, je parle pour moi et je me permets de laisser mes émotions s'exprimer parce que ça y est, je suis arrivé en haut, en fait, ça y est, je peux enfin me déconcentrer. En fait. Et du coup, à ce moment-là, et juste après, les pompiers et les policiers arrivent, etc., la sécurité de la tour. Et là-dessus, j'ai toujours eu des accueils très différents. C'est toujours passé bien et souvent très bienveillant d'ailleurs. Mais voilà, par exemple pour la tour totale, il y a un pompier qui est arrivé en applaudissant et je trouvais ça super sympa parce que je m'attendais à être engueulé plutôt. Mais, visiblement voilà, c'était bien, et puis les policiers ont dit qu'ils aimaient bien ce que je faisais, etc. Que c'était sympa. Ils m'ont quand même dit bon tu vas faire la garde à vue. Mais voilà, mais ils ont dit que voilà, c'était un truc intéressant. Puis, voilà, j'ai pu discuter avec eux, pareil sur la tour Montparnasse, j'ai pu discuter un peu avec les pompiers parce qu'eux aussi ils ont la notion du risque en fait, c'est ça, présent dans leur métier. Alors eux, la notion du risque, elle est forcément altruiste et du coup, parfois quand on a des échanges, ils comprennent pas forcément pourquoi je fais ça, mais pour moi juste en fait, pour moi de manière un peu égoïste en fait finalement. Mais du coup c'est intéressant, j'ai souvent des échanges avec eux. Pareil, la policière avec qui j'étais pendant la fin de l'ascension de la tour Montparnasse, elle était assez étonnée. Je crois qu'elle avait jamais vu ça parce qu'elle était vraiment très étonnée. Et puis après, j'ai pu parler avec elle, donc voilà, c'était sympa.
Et il y a une fois où, par exemple, je suis arrivé en haut d'un building et là, j'ai eu on m'a mis les menottes de manière assez musclée. Ah oui. Mais voilà, de manière générale, ça se passe quand même super bien. Ben, c'est vrai que ce que tu sais, je pense que sur quoi je voulais rebondir, ces policiers-là et ces pompiers-là, c'est aussi des gens assez sportifs et qui, justement, quand on est sportif, on est très orienté résultat, performance. Et justement, de voir Mm. quelqu'un faire ça, waouh, tout de suite, on est en admiration. Et par rapport aux pompiers, cette notion de risque aussi, de savoir tout ça. Tu parles de laisser tes émotions ressortir. Tout ce truc-là, tout ce qui est le plus instinctif et le plus basique en toi, sans quoi enfin, la peur, elle est là pour nous pousser à la survie. Parce que Mm. les êtres avant, bah, tu es dans la forêt, s'il y a un lion qui passe, mieux vaut avoir peur et courir, quoi. Donc, c'est des choses qui sont là, qui nous tiennent en vie, qu'on arrive à maîtriser pendant tout le temps de cette ascension-là. Mm. Quand tu exultes, elle se passe comment la phase, justement, quelles sont les pensées qui te viennent en tête quand tu arrives pile au-dessus et que là, t'as réussi? En fait, c'est une sensation de libération. J'ai l'impression d'avoir gagné, en fait. Mhm. C'est vraiment une sensation d'avoir gagné. J'ai une fierté. Je suis assez fier de moi quand j'arrive en haut. Même sur des immeubles plutôt simples, il y a quand même une sensation de Mhm. fierté. Euh, et en fait, il y a aussi, quand c'était Alain Robert, parce que je trouve qu'il disait quelque chose d'assez malin. Et Alain Robert, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est le créateur, enfin, c'est le père de la grimpe urbaine. C'est un des meilleurs grimpeurs au monde qui a fait différentes voies en naturel en solo et qui s'est mis dans la grimpe urbaine dans les années 90 et qui a fait des choses absolument incroyables. Et c'est lui qui a fait toutes les voies qu'aujourd'hui on fait. C'est lui qui les a fait en premier il y a 20 ans, 30 ans. Et, euh, et en fait, il dit que la grimpe, en fait, c'est une sorte de petite mort Mhm. et que quand on arrive en haut, c'est une renaissance. Et c'est vrai que je trouve ça assez juste. C'est la sensation que Oui, j'éprouve à ce oui, moment-là. oui, oui. Et c'est vrai que là, cette espèce de mort-là, c'est que tu tues tout ce qui te tient en vie pour pouvoir aller faire tout ce qui est à l'inverse de pourquoi tu vis, enfin, à l'inverse de nos instincts primitifs, quoi. Et Mm. c'est une très, très belle, belle analogie. Et quand tu parles de cette renaissance, quand tu arrives en haut, est-ce que c'est les moments, là où les moments où tu te sens le plus en vie? Ouais. Et ben, je viens de gagner contre la mort, donc c'est clair que je me sens super vraiment en vie là. Ah, c'est que, Non, c'est vrai, bah, en fait, je me sens vraiment en vie parce que j'ai gagné contre la mort, quoi, tout simplement. ah, c'est une grande phrase, ça. Je me sens en vie parce que je viens de gagner contre la mort. Et c'est vrai, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Mm. Et est-ce que, pour sortir un peu de ce process-là de monter et de faire les à côté de ça, est-ce que c'est une chose où on arrive à en vivre ou est-ce que c'est quelque chose comme juste plein de sports, hein, qui existent hors de ceux qui sont les plus médiatisés, où où on s'entraîne beaucoup, on se donne fort, mais on est quand même tenu d'avoir une vie à côté pour pouvoir, pratiquer notre passion et qu'on vit pas forcément de notre passion. Alors, en ce qui me concerne, moi en tout cas, parce que je sais que d'autres grimpeurs urbains peuvent vivre par exemple des sponsors, des partenariats ou de YouTube. Personnellement, je suis pas encore développé sur YouTube. J'y poste régulièrement des vidéos, mais je j'ai pas encore de Mhm. vues. Et je pense que j'ai pas encore assez d'abonnés Insta pour un Ouais. partenariat, donc je ne vis pas de ma Mhm. passion pour Mhm. l'instant. Parce qu'en plus de ça, bon, c'est pas une passion enfin, c'est une passion qui est médiatisée, mais qui n'est pas, il y a pas de fédération d'escalade Oui, urbaine, quoi. Donc, oui, oui, oui. voilà, donc il y a pas de championnat, il y a pas de, voilà. Donc, bien sûr, je gagne pas ma vie par rapport à ça. J'espère peut-être un jour, je sais pas, on sait jamais, Mhm. hein, sponsor, ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, non, je gagne pas ma vie, Mhm. avec ça. Et c'est quoi, du coup, ton objectif à moyen long terme par rapport à ta passion? Est-ce que c'est d'aller grimper hors de la France? Est-ce que c'est quoi? Alors, mon objectif à court terme, c'est grimper des tours en Espagne. Et sur le long terme, j'ai quelques idées de tours en Mhm. France et en Pologne. Je peux pas vraiment dire Non, exactement lesquels, ils vont t'attendre. sinon exactement. Bah, en fait, ils s'y attendent, hein, de toute façon, ils savent. Mais bon, Mhm. ça, c'est plus d'objectifs à long terme parce que c'est des tours qui sont costauds quand même. Mhm. C'est un cran au-dessus de Total, Mhm. un cran au-dessus de Montparnasse, donc Mhm. bon. Ouais, Ça demande plus de voilà. préparation. Et dans cette Mm. performance aussi, continuer d'apprendre
et d'évoluer. Euh, Ouais, complètement, c'est vrai. J'aimerais qu'on parle de sujets du coup un peu plus légers, plus détente. Euh, on parle de récompense souvent dans la vie et on marche souvent à la récompense, hein, l'être humain. On, tu travailles, t'es payé. C'est des choses basiques, mais c'est des principes qui nous tiennent en vie. Comment tu te récompenses à Mm. toi quand tu réussis ça? C'est des vacances, c'est quoi? Comment c'est quoi ta carotte entre guillemets? Ouais, bonne question. Bah, justement, bonne question, parce que je sais même pas, donc je vais réfléchir. C'est vrai que je sais pas. En fait, bah, ma récompense, c'est le fait d'avoir réussi à faire ça, Mhm, quoi. C'est-à-dire que, en plus, une fois on a fait ça, si par exemple on est médiatisé, mhm, bah, les médias vont parler de moi, mhm, etc. Donc, mhm, je pense que quelque part, ça fait une récompense mhm, indirecte, parce que même si enfin, je peux toujours dire que ça me fait rien, etc. On est mhm, humain. Si on a un article qui sort sur soi, on est oui, forcément content. Donc peut-être que d'un côté, c'est ma récompense, on va dire ma récompense, voilà, ma mhm, carotte. Mais en tout cas, ce qui m'anime, ma passion, c'est vraiment mhm, l'escalade, quoi. Ça c'est mhm, sûr. C'est vraiment l'escalade. Et c'est aussi peut-être le fait de pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire que je suis moins obsédé. Une fois que j'ai grimpé, je oui, suis plus oui. obsédé par ce gratte-ciel. Donc je peux un peu évoluer, passer à autre chose et avancer. Donc c'est peut-être un peu ça aussi ma récompense quelque C'est part. peut-être une récompense pour tes proches, du coup, alors. Parce que t'es moins sur leur C'est agent vrai, neutre. c'est vrai. C'est vrai que c'est autant une récompense pour moi que pour mes proches. Et en parlant de tes proches, il y a une question dès que j'ai vu, enfin, que je savais qu'on allait discuter. Comment tu dis à tes proches ou tes parents que tu vas aller faire ça, que le commun des mortels considérerait comme une folie? Je leur dis pas. Bah, Et c'est, ouais, bah, ça, je leur dis pas. et c'est quoi leur réaction quand ils J'ai savent? parfois, oh bah du coup leur réaction c'est qu'ils sont à la fois stressés et en même temps, à la fois, enfin ils sont à la fois, comment dire, À la fois ils peur sont et en même temps, rassuré. exactement, ils sont anxieux et en même temps ils sont rassurés parce que c'est fini. Oui, oui. C'est un ascenseur émotionnel d'une demi-seconde. Je pense que quand ils découvrent, c'est oh mais c'est les deux en même temps parce que en fait oui c'est ça. C'est à la fois du coup ils ont eu peur pour moi, en Mm, même temps ils sont rassurés, c'est ouais, fini. Après parfois ils devinent à l'avance que je vais grimper. mm, Et dans ce cas-là, par exemple, c'était le cas de mon père pour Montparnasse, il a deviné parce qu'il me voyait partir le soir sur le mm, pont Montparnasse pour m'entraîner, mm, etc. Il me voyait un peu commencer à être un peu renfermé sur ouais, moi-même, ouais, donc il a compris. mm, Mais j'essaie pas de leur cacher, mais juste de pas leur dire mm, quoi à l'avance. ouais, Ah, je vais faire ça dans un mois. Ouais, ils vont mm, passer un mois à paniquer. ouais. C'est un peu une torture pour eux. Euh, Bah, c'est est-ce pour ça que, que je préfère garder ça pour moi. ouais. Et même d'être dans ta bulle. Et est-ce qu'ils regardent, du coup, les vidéos quand t'as fini? Je crois que mon père regarde des vidéos. Ma mère, je suis pas sûr, mais en tout cas, mon père regarde des vidéos. Ouais. Et fait des commentaires ou pas? Et ah non, il regarde pas les Non, commentaires. est-ce qu'il te fait des commentaires à toi, des Ah, retours? ah oui, oui, il me fait quelques retours, bien sûr. Alors surtout sur les vidéos où je me mets pas trop en danger, mais sur les vidéos où je grimpe les gratte-ciel, il me fait des retours, mais bien sûr à chaque fois il me dit aussi qu'il est très stressé, que ça le rend anxieux, etc. Mm, C'est toujours bien sûr un autre deux en fait, oui. c'est qu'il il est un peu fier de moi, mais il est aussi très stressé. Mm. Il s'est dit drôle de passion. J'aurais pas dû le mettre à l'escalade. Bien. Ouais, c'est ça. Bah, il regrette mes parents de m'avoir mis en escalade. Et Ah bah ouais. on arrive sur la fin de cette entretien. On apprend beaucoup déjà sur le dépassement de soi et la gestion de soi parce que tu gères tes émotions. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais te poser des petites questions rapides où tu me donnes le Mhm. premier truc qui te vient en tête. Comment tu penses justement que tes parents te définiraient en un mot? Hum, passionné. Je sais pas, ouais, passionné. C'est qui la personne qui a eu le plus d'impact sur toi? Mon grand-père. Et c'est quoi la phrase ou un quote
que t'es déjà lu et qui t'est resté? Hum, c'est une quote en anglais, mais je vais essayer de la Ouais. traduire. Ce qui vient facilement ne dure pas et ce qui dure ne vient pas facilement. Hum, hum, hum. Très important. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique maintenant? Ah, j'écoute beaucoup de musique. En fait, j'étais encore jusqu'à peu musicien dans un groupe et j'ai fait pas mal j'ai écouté beaucoup de musique. C'est vraiment une deuxième passion. C'est-à-dire que j'avais ces deux passions en fait, qui étaient le sport et la Hum, musique. Aujourd'hui, je suis plus dans le sport, mais pendant longtemps, j'écoutais beaucoup de musique et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'associe beaucoup la musique au sport en fait. hum, Du coup, j'ai trouvé une manière de lier les deux. J'écoute beaucoup de rock, de métal. J'écoute aussi un peu de blues. J'écoute beaucoup en ce moment d'électro, de synthwave, hum. tous les trucs un peu voilà, comme ça, un peu années 80, 90, synthwave, vaporwave, etc. Et j'associe pas mal certaines musiques du coup à des grains. Hum. Et voilà, c'est ça. Et qui aimerais-tu rencontrer aujourd'hui en sortant de chez toi? Hum, bonne question. Alors ça, c'est vrai que je sais pas, j'ai pas de personne que je rêve de rencontrer particulièrement, ou alors que je ne pourrais pas rencontrer. Des gens il y a des gens que j'aimerais bien rencontrer, mais je sais que ça y arrivera en temps Hum. voulu. C'est Au ça. moment venu. Mais bah si, peut-être. Si je vais dire ça comme ça, j'aimerais bien grimper avec Adam Ondra, Pas mal. le champion du monde d'escalade. Voilà, ce serait sympa. Ah ouais. Et la dernière, euh, avec qui aimerais-tu du coup partager un dîner pour avoir deux, trois personnes pour avoir une discussion top? Ça peut être basique comme tes parents, des potes ou des personnes un peu plus connues. Bah, je dirais avec mes deux parents, ma copine et mes amis. Voilà. C'est, Avec les gens que j'aime, avec les gens que j'aime oui. en fait. Et c'est la base de tout. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est les fondements sur lesquels on se construit et que quand ça c'est solide, souvent le Mm. reste a tendance à être un peu moins difficile ou un peu plus facile en fonction de si on est optimiste ou pessimiste. Et maintenant que tu t'es prêté à ce jeu de nous raconter ton histoire, l'histoire de ta vie, l'histoire de tes passions, de ta connaissance de soi, ce voyage-là, qui aimerais-tu voir sur le podcast? Ah, bonne question. Bah, j'aimerais bien voir Alain Robert, le père de la grimpe urbaine. Je pense qu'il aura beaucoup de choses intéressantes à dire. Et, euh, et sinon, dans un truc qui aurait rien à voir, ah, un musicien que j'aime beaucoup, par exemple Dave Mustaine je sais pas, ou Ozzy Pas Osbourne, mal. des musiciens qui ont beaucoup de choses à dire, je pense, ce serait intéressant. En tout cas, merci de nous avoir accordé de ton temps, Merci beaucoup à d'avoir toi. été, Merci beaucoup à toi. de nous avoir dit tout ça. C'était très riche d'enseignements, de tous ces parallèles-là, justement, entre l'escalade, le risque et la vie, en fait, de manière générale, de pouvoir gérer ses émotions, toujours être là, jamais trop bas, jamais trop haut, et se maîtriser. Et je suis content d'avoir pu discuter avec toi parce que tu fais incroyable. Tu serais temps Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah, merci et je beaucoup. te laisse le mot de la fin du coup. Et bah, merci beaucoup pour l'interview, c'est super gentil. J'ai trouvé les questions très très pertinentes. Merci. Vraiment très bonnes questions et en plus c'est pas toujours le cas, tu vois, c'est parfois les questions sont parfois ça arrive que voilà, parfois c'est des questions qui portent uniquement sur le côté un peu le côté émotionnel de ma famille, etc. Évidemment, voilà, et là c'était vraiment des questions très très diverses et intéressantes et franchement ouais, bravo, les questions étaient vraiment top et puis l'interview était super sympa et puis merci à toi. Merci.